Bonjour, nous sommes le mardi 9 mai 2023 avec une météo qui est pluvieuse. Euh, bon, c'est toujours bon pour les terres parce que comme je vous dis, quand il pleut, ça sent la fraîcheur parce qu'on a eu du soleil. Associé aux pluies, on a une certaine fraîcheur euh, de la végétation et on sent fortement voilà, l'odeur des végétaux. On le sent fortement et ça donne vraiment. Quand on passe près d'un arbre de bouleau, bon, on sent le boulot. Voilà, hein. Quand on passe près d'un arbre de platane, il dégage des odeurs très agréables, hein. Euh, c'est agréable à sentir. Bon, les odeurs de la nature, tant que la nature est propre, pas de problème. C'est pour ça qu'il faut la préserver. Si on voit un tas de, voilà, de déchets, bon, au niveau visuel, comme je vous dis, c'est pas beau à voir. Ça gâche, on va dire, euh, l'aperçu de ce qu'on peut, l'aperçu de ce qu'on peut tirer de, de la nature. La nature est moins belle quand il y a des pollutions d'origine humaine, parce que les pollutions en général sont d'origine humaine. Bon, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner, comment est-ce que je pourrais dire ça, un algorithme. Voilà, je vais faire un algorithme, enfin, je vais tenter de faire un algorithme de la division euclidienne. Un algorithme de la division euclidienne. Donc, ayant l'algorithme, c'est la structure, on va dire, la structure au travers d'une analyse, hein, parce que bon, ici, bon, pour construire l'algorithme, il faut une analyse. Eh bien, je vais construire une analyse de type logique, de type construction, de façon à aboutir à voilà, les différentes étapes pour établir une division euclidienne et qui peut être, bien sûr, une fois qu'on a on a l'analyse décortiquée au travers, bien sûr, d'un schéma ou de dessin, un dessin, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sous forme d'analyse logique. Eh bien, une fois qu'on a l'analyse logique élaborée sous forme d'un dessin, ben on peut établir toute forme de programmation au travers d'un langage de programmation quel qu'il soit. Donc, ayant le schéma de la structure logique, eh bien, il est aisé de faire de la programmation voilà, de la division euclidienne. Alors, pour ça, il faut établir l'algorithme de la division euclidienne. Bon, avant toute chose, je vais commencer, avant toute chose, je vais voir certains aspects voilà, d'algorithme. Bon, vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. C'est-à-dire que je ne vais pas m'étaler sur voilà, comment construire un algorithme. Oui, comment construire un algorithme schématique, de type analyse fonctionnelle. Alors, avant toute chose, les algorithmes existaient bien avant, bien sûr, euh, bien avant la création de l'informatique. Hein. C'est pas l'informatique qui a fait en sorte qu'il y a eu les créations de l'algorithme. Les algorithmes, bon, on les retrouvait déjà en mathématiques. Hein. En mathématiques, on avait déjà des algorithmes tout faits. Mais par après, avec les symbolisations, comme je vous ai dit, les analyses logiques, ben, on pouvait construire au niveau dessin. On pouvait faire des dessins. Et pire encore, puisque quand la technique est arrivée de l'informatique, là, à ce moment-là, on a eu les analyses organiques. C'est-à-dire qu'on pouvait définir un organigramme donnant la configuration à l'aide de symboles standards. Je vous rappelle qu'ici, les symboles sont standards. Le problème, c'est que quelles normes utilise-t-on dans la standardisation? Bon, ici, moi, je n'ai pas été chercher les normes, des normes appropriées, mais tout ce que je peux vous dire ici, c'est que quand je vais mettre le dessin, je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce dessin-là. À quoi, quel est son rôle, voilà, quel est son rôle du dessin. Donc, je ne vais pas prendre par rapport à une norme ou une autre, parce que ce sont des symboles, je m'excuse, standardisés. Donc, il y a une standardisation derrière ça, avec des normes, etc. Bon, que je vais essayer d'appliquer
comme je peux, mais je ne peux pas vous dire quelle norme que c'est parce que j'ai pas été voir les normes. Simplement, quand j'établirai un symbole, je dirais, bon, à quoi il sert. Voilà, donc je disais qu'un organigramme, l'analyse, ici, quand on parle d'analyse organique, là, bien sûr, c'est au niveau du matériel, hein. Donc là, au niveau de l'informatique, effectivement, ça c'est propre à l'informatique. C'est propre à l'informatique. Donc, comme je vous ai dit, l'analyse ici organique, elle sert à définir un organigramme qui donne la configuration à l'aide de symboles standardisés du matériel nécessaire à l'exécution du programme. Donc, vous comprendrez qu'ici, comme il y a du matériel nécessaire à l'exécution du programme, ben, vous comprendrez que ça c'est le monde de l'informatique qui utilise du matériel informatique. C'est le monde de l'informatique qui utilise du matériel informatique. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va préciser? Ben, on va préciser la structure des données à l'entrée et préciser la structure des données en sortie, enfin des résultats, parce qu'en sortie, on a des résultats en sortie. Et donc, un exemple de standardisation que je vais vous donner en analyse organique, ben, vous avez le symbole, par exemple, ceci. Alors, si je te dis ça en analyse organique, attention que je suis en analyse organique, parce qu'il existe aussi l'analyse logique. Moi, je ferai ici l'algorithme en analyse logique, parce qu'ici, c'est indépendant du matériel que je vais faire ça. Hein. Voilà. Alors, si j'utilise un rectangle, ça, c'est une unité de traitement. C'est une unité de traitement. C'est purement informatique. Voilà, c'est purement informatique ça. On ne peut pas parler de... voilà. C'est vraiment... Il y a de la technique derrière. Alors maintenant, si j'utilise ce symbole-là, petit instant parce que je dois le peaufiner. Voilà. En analyse organique, ça signifie un disque magnétique. Donc un disque magnétique de stockage. Hein. Voilà. C'est un disque magnétique de stockage. Donc c'est des standardisations qui vous permettent de dire ça. Rien d'autre. Donc j'ai bien dit un disque magnétique. Parce qu'il ne faut pas confondre avec une bande magnétique. Un disque magnétique n'est pas une bande magnétique. Alors, ceci est une bande magnétique. Ça signifie une bande magnétique de stockage. Alors, pas confondre disque magnétique d'une bande magnétique. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir des entrées au travers de saisies au clavier. Généralement, un clavier, ça sert à introduire des données, que ce soit en usine ou pour un ordinateur personnel ou dans une banque ou peu importe. On a besoin de saisir des données et les mettre dans une unité de stockage. Ou voir les traiter. Ouais, généralement, quand on va dans une administration, on lit les données provenant d'une bande, d'une base de données. On les lit. Et s'il y a des modifications à faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une base de données? On peut les modifier, c'est-à-dire supprimer des informations, voilà, remettre de nouvelles informations, faire des ajouts, des suppressions, etc., des modifications, tralali, tralala, tout ce qu'on peut faire avec. Bien sûr, on peut faire des lectures de fichiers, on peut faire des transferts de fichiers, on peut faire des suppressions de fichiers, on peut faire beaucoup de choses avec des bases de données. On peut faire des requêtes, hein, c'est-à-dire interroger des bases de données. Et donc ici, là, c'est la console clavier. Bon, dans les usines, ils peuvent travailler aussi avec les pieds. Hein. Bon, vous avez des pédales aussi. Mais ici, on ne va pas utiliser la pédale pour introduire des données. Ici, l'introduction de données se fait
par clavier ou par maintenant par la voix, c'est-à-dire la reconnaissance vocale, c'est-à-dire au travers du micro, vous pouvez introduire des données. Ça, c'est pas un problème. Bon, parce que la technologie évolue aussi. Hein. Alors maintenant, si je devais mettre ceci, que je vais peaufiner bien sûr dans un petit instant, il faut que je construise le symbole. En gros, c'est ça. Alors, je vais peaufiner un tout petit peu avant de dire que c'est une console non plus d'introduction, mais une console de visualisation. C'est-à-dire, vous avez compris que c'est un écran. Alors, si vous allez dans une gare, vous avez une console pour voir les trains. Une console, c'est un écran, un gros écran. Alors, les écrans, ils existent de toutes sortes. Bon, des grands, des petits. En usine, vous avez des petits écrans, des gros écrans de supervision, de visualisation. Voilà, les écrans, c'est pas ce qui manque. Quand vous avez des unités de traitement ou des process de production, des process de fabrication, vous avez toujours un contrôle voilà, de la situation à travers des écrans. Donc ici, on va parler toujours d'une console, mais c'est une console de type voilà, visualisation, c'est-à-dire un écran. Alors il existe différents types d'écrans. Bon, le but c'est pas ici, c'est pas de voir si il y a voilà, des gros écrans dans les gares, des petits écrans, dans les stades, vous avez des écrans. Voilà, les écrans, c'est bon. Alors attention, pas confondre un écran comment est-ce qu'on appelle ça, qui va intervenir dans comment est-ce qu'on appelle ça, la vidéo d'un écran d'ordinateur. Hein. Voilà, parce que parfois, avant, il y avait les téléviseurs. Le téléviseur, c'était qu'uniquement, il servait qu'à voilà, à la gestion des flux, on va dire, télévisés, pas plus. Maintenant, on peut faire les deux, puisqu'ils mettent toutes des entrées spécifiques qui font en sorte qu'on peut faire de l'informatique et regarder un film au travers voilà, d'un câble télévisuel. Donc l'écran maintenant, il est multitâche, on va dire. Il est multitâche. Alors qu'avant, les écrans, ils servaient soit à la télévision, soit à l'informatique. Bon, quand je dis avant, c'est il y a quelques années d'ici. Hein. Parce que maintenant, comme je vous dis, on sait avoir des écrans qui font informatique et qui font télévision. De part, bien sûr, le rentrée-sortie. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est ben, vous aurez compris que c'est l'analyse organique. Là, elle fait intervenir, fameusement, elle fait intervenir, bon, des, ça, ce sont les symboles d'organigramme, voilà, qui peuvent intervenir dans une analyse organique. Alors, c'est standardisé et ça fait intervenir que, voilà, des symboles de matériel nécessaire à l'exécution d'un programme. Bon, mais c'est pas ça que je vais faire ici, puisqu'ici, moi, je vais faire un algorithme de la division euclidienne. Donc, ici, moi, ce que je vais faire, c'est une analyse logique. Alors, je vais l'indiquer. Et donc là, c'est indépendant du matériel ici, l'analyse logique. C'est une analyse logique, ou de construction, si vous voulez. Et là, à ce moment-là, elle consiste en quoi? À représenter sous forme non plus d'organigramme, mais d'ordinogramme. Parce que précédemment, ici, c'était des organigrammes. Je vais le noter, petit instant, organigramme. Alors que ici, c'est un ordre. On aura un ordre donné, puisque c'est une construction. Dans les constructions, généralement, quand vous faites un projet, il y a toujours un début de projet et un ordre des situations. Bien sûr, les projets peuvent se faire en parallèle. Bon, il n'y a pas, on peut avoir des structures qui vont se décomposer, parfois se recomposer, et ainsi de suite. Ici, c'est la même chose. Ici, comme on a une construction, on peut avoir des choses qui vont être disparates, se déconstruire. Enfin, quand je dis déconstruire, c'est se séparer pour se reconfigurer. Donc, elle consiste à représenter donc, au travers d'un
ordinogramme. Et là, encore une fois, je ne connais pas trop la, comment on appelle ça, la standardisation, mais il existe une standardisation que je connais vaguement, mais je ne connais pas la norme que je vais utiliser. Donc, c'est pas la peine que je vous parle de normes, parce que là, je vous demanderai d'aller voir les normes qui préexistent, enfin, qui existent au travers des ordinogrammes. Alors, quand on parle d'ordinogramme, on peut parler aussi de, comme on a une analyse logique de construction et donc une structure qui va se faire, on peut parler de structurogramme. Bon, encore une fois, voilà. Certains, bon, en informatique, ils parlent d'art programmatique. Alors, bien sûr, on peut passer, on va dire, d'un ordinogramme à un structurogramme. Bien sûr, on peut passer de l'un à l'autre. Hein. Parce que la normalisation n'est pas la même. Et alors, bon, maintenant, vous pouvez passer en pseudocode aussi. Hein. Et puis en codage. Vous pouvez passer en codage. Donc, vous aurez le structuro... Bon, c'est difficile à écrire. Je vais réécrire. Bon, de toute façon, il est là. On peut avoir... voilà. Bon, je vais mettre d'abord l'ordinogramme. On a l'ordinogramme, structurogramme, et on peut avoir du pseudocode et autres. Hein. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Voilà. Du moment que vous créez, je veux dire, quelque chose de préétabli, que tout le monde comprend, ouais, vous pouvez inventer des symboles que vous voulez, mais maintenant, ça ne sera pas normalisé, parce que les symboles qui sont là sont normalisés. Voilà, le pseudocode. Alors, par exemple, ceci, c'est ce que je vais utiliser dans l'ordinogramme. Si je mets des parallèles comme ça, si je mets un parallélogramme comme ceci, ça signifie soit une lecture, soit une écriture. Bon, attendez, parce que ici, moi, je n'ai pas terminé mon symbole. Je construis. Je n'ai pas bien fait mon parallélogramme, mais enfin bref. Vous aurez compris que c'est un parallélogramme. Bon, je peux le refaire, mais enfin bref. Si je fais ça. Bon, ça peut signifier soit une lecture ou une écriture. Donc, c'est-à-dire, en anglais, soit read, write. Bon, et l'informatique aime bien les lectures-écritures. Elle fait beaucoup ça. Lecture-écriture, bon, on peut écrire. Voilà, l'informatique gère beaucoup ces lectures-écritures. Pourquoi elle gère beaucoup ces lectures-écritures? Parce que c'est l'électronique qui est derrière qui permet transfert de données, soit en monodirectionnel, soit en bidirectionnel. Bon, au sein d'un ordinateur ou, je veux dire, au sein d'un réseau. On peut avoir des lignes monodirectionnelles ou bidirectionnelles. Donc, la lecture-écriture, c'est quelque chose que l'informatique fait. C'est un principal travail que fait l'informatique. Bien sûr, c'est le stockage de données, bien sûr. Mais un principal de travail, c'est le transfert de données. Transfert de données, c'est read and write. Alors, on peut affecter des valeurs, les mettre en mémoire. Les mettre en mémoire, c'est ce qu'on appelle une affectation. Affectation. Attention que je suis en ordinogramme. Hein. Parce que en pseudocode et en structurogramme, c'est pas la même chose. Enfin, on peut pas avoir. euh, voilà, ici je pourrais dire par exemple lire la variable n. Lire n. Voilà, en pseudocode, lire n. Ou, si vous voulez, écrire la variable v.
Alors ça c'est une variable, je peux décrire que c'est une variable, écrire variable V, voilà, etc. Bon, c'est du pseudo-code. Une affectation, je peux mettre 2 points ou écrire ça comme ça. Généralement, en pseudo-code, on met ça comme ça, on met une expression qui va aller vers une variable. Alors, on a les transferts inconditionnels. Transfert inconditionnel. Transfert inconditionnel. Alors ici, je peux dire aller à. Et ça, c'est un transfert inconditionnel que je vais utiliser. Hein. Ça, je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Vous aurez compris que je vais utiliser un read and write. Des affectations et des transferts. Ça, d'office, je vais les utiliser. Bon, appel de sous-programme, je ne vais pas appeler je vais pas faire un appel de sous-programme dans l'ordinogramme. Je vais m'occuper que de l'ordinogramme. Hein. Ici, je ne vais pas faire le structurogramme. Il faut aller voir le structurogramme, il faut aller voir la normalisation, mais elle ne m'intéresse pas ici parce que je ne vais pas travailler en structurogramme. Je vais travailler en ordinogramme. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les symboles que je vais devoir mettre dans mon algorithme. Alors, je pourrais mettre une condition comme ceci. Donc, condition. Une condition. Je peux mettre en pseudocode, c'est si. Hein, vous savez très bien que c'est si. Hein. Si conditions. Alors, il y a ça, il y en a des autres, bien sûr. Si conditions. Je peux avoir aussi des autres. Hein, si conditions, alors. Expression. Sinon. Expression. Si c'est si, alors sinon. Bon, et ça, c'est des cas de figure comme ça. Voilà, de test. Moi, j'appelle ça des tests. Ici, c'est un test conditionnel. Mais le problème, c'est que il existe des autres symboles. Et le problème, c'est qu'il faut savoir se mettre d'accord sur les symboles. Parce que les tests conditionnels peuvent être comme ceci. Ceci peut être pris aussi, non, pour certains, pour un test conditionnel. Alors moi, je vais utiliser, bien sûr, le losange. Ça, c'est un test conditionnel. Et donc, normalement, dans ce que je vous ai dit, c'est assez pour faire mon algorithme. Hein. Donc, j'ai besoin du test. Et bien sûr, les traitements seront mis, les calculs, si vous voulez, tout traitement sera mis de cette façon-là, par un rectangle. Bon, ce qui me manque aussi, c'est le début-fin. Début-fin, on peut mettre ceci. Certains mettaient avant, je crois, début-fin. Ça pouvait se mettre... Il y en a qui mettaient ça comme ça. Début-fin. Alors d'autres mettaient ça comme ceci. Non, pas ça. Bon, j'essaie de me rappeler par rapport à ce qui avait été utilisé auparavant. Bon, certains utilisaient ça, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de le mettre convenablement. Voilà. Bien sûr, attendez que je fasse le nécessaire pour... Bon, je ne l'ai pas bien fait, mais... Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et alors, bon, bien sûr, je vais effacer ce qui ne va pas. Donc, c'était quelque chose comme ça. D'ailleurs, on retrouve ça dans des chartes plastiques en plastique. Vous retrouvez tous ces symboles-là dans les chartes en plastique. C'est des lattes qui permettent de faire ces symboles-là, justement. Voilà, c'est des lattes. Alors, vous retrouvez des lattes d'électronique, d'informatique, des lattes de tout ce que vous voulez. Dans les chartes, bon, il suffit de commander. Parfois, c'est même des lattes qui cassent très vite. Voilà. Alors, moi, pour le start fin, alors début fin, c'est start end. Ben, je peux utiliser celui-là. Voir celui-là ou celui-là. Bon, moi, ce que je vais mettre, on va se mettre d'accord, je vais utiliser celui-ci.
Alors, bien sûr, vous avez les jonctions. Les jonctions, on peut avoir une jonction comme ceci, une jonction comme ceci. Voilà. Enfin, ici, bien sûr, avec un point. Ici, normalement, il faut mettre un point. On peut mettre un point ici. Bien sûr, ici, il y a une descente. C'est une jonction. Et ça, j'aurai des jonctions. Parce que vous aurez compris que je vais programmer. Qu'est-ce que je veux programmer? C'est surtout de se dire qu'est-ce qu'on va programmer ici. Mais on va des polynômes. C'est une structure à polynôme. Et le tout, c'est de voir quelle est cette structure polynomiale. Quelle est cette structure polynomiale et comment la mettre en œuvre. Alors, je peux vous dire que ici, la structure polynomiale sera en mathématiques, je la verrai en tant que suite. Et qui dit suite en informatique, bon, j'utiliserai une structure matricielle. C'est une structure matricielle. Bon, c'est pas une matrice n fois n. Hein. C'est pas une matrice n fois n. Ce sera une matrice. Bon, vous aurez compris que c'est un polynôme. Un polynôme, j'aurai une ligne et combien de colonnes? N colonnes qui vont représenter le degré. Attention que si je mets x cube plus 3x carré plus 6x plus 4, c'est le degré 3. Mais j'ai 4 colonnes. Hein. Donc c'est n plus n colonnes. Parce que là, on a le degré 3, 2, 1 et le degré 0. Donc pour aller de 0 à 3, ça fait 4. Parce qu'il faut compter le 0. Donc c'est pas n colonnes. Le n que voudra le n, ben, c'est le degré plus 1. Hein. Degré plus 1. Parce que voilà, il faudra compter le degré 0. Qui est le terme indépendant. Donc c'est une suite matricielle. Donc on établira bien sûr par l'introduction. Alors comment on va faire ça? Justement, le but de la vidéo, c'est ça. C'est comment mettre une structure comme ceci. Alors une fois que tout est mis en place, alors, avant toute chose, je peux vous dire que en algorithmique, afin de simplifier l'analyse, la programmation structurée énonce une série de formules donc, destinées à réglementer le processus de développement de toute application informatique. Donc, alors elle peut faudra faire attention à 4 étapes. Le premier, c'est le développement du programme doit être effectué indépendamment de tout langage de programmation. Donc, il ne faut pas se dire qu'on on va faire du C, ou on va faire du Fortran, ou on va faire du Visual Basic. Non, la structure logique doit être indépendante de tout langage de programmation. Voilà, c'est une analyse qui décortique le tout de manière à voir comment ça se passe. Je veux dire, pour trouver, bien sûr, le traitement, pour trouver le résultat du traitement. Et le résultat du traitement ici, c'est une division euclidienne. Bon, ça c'est 1. 2. Le programme doit être construit par niveau. L'analyse est effectuée par niveau de décomposition successif. Chaque étape détaille un peu plus l'analyse réalisée à un niveau précédent. De ce fait, la programmation structurée est généralement plus programmation descendante, c'est-à-dire top-down design. Top-down design, ça va dans le sens descendant. Donc on fait des niveaux, on construit des niveaux, et chacun des niveaux, ben, je veux dire, on précise un peu plus le niveau. C'est ce que je vais faire ici, il n'y a pas de problème. Le 3, le programme doit être décomposé peu à peu. À chaque étape, le programmeur ne décrit que ce qui est strictement nécessaire et renvoie les détails au niveau inférieur. Ouais, pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une décomposition. Bon, ça dépend. Il y a des choses à décomposer simples, il y a des choses à décomposer complexes. Bon, un programme n'est pas l'autre. Un projet n'est pas l'autre. Il y a des projets simples, il y a des projets plus complexes. Bon, s'il est complexe, on essaie de décortiquer au maximum en éléments plus simples, mais en détaillant à des niveaux inférieurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Et chaque phase précise un peu mieux la précédente. Donc on va phaser, si vous voulez, pour faire la programmation, enfin pour faire l'analyse, on va phaser au fur et à mesure. Et le programme s'arrête lorsque on obtient une décomposition suffisante pour être codé dans un langage de programmation existant. Donc quand on a le minimum du minimum pour pouvoir programmer assez simplement, ben, on peut commencer à arrêter la décomposition, parce que c'est bien de décomposer, mais si on sait déjà programmer avec ce que l'on a, ça suffit. Bon, ça c'est le point 3. Et le point 4, le programme doit être vérifié à chaque niveau.
comme en mathématiques, quand vous faites des calculs, ben, il faut vérifier chaque niveau, parce que s'il y a quelque chose de mauvais, bon, il faudra remonter toute la chaîne pour aller trouver l'erreur. Bon, ça peut prendre du temps si le programme est évolué, complexe. Donc ben, maintenant, c'est vrai qu'on décortique un programme. Les programmes, on peut les décortiquer, les diviser par niveau et par, on va dire, par branchement et par, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, sous-programme. Hein. On peut faire des sous-programmes, l'appel de sous-programme, etc. etc. Donc, s'il y a un problème dans un sous-programme, on peut qu'on retrouver. C'est comme un petit peu en électronique. Ben, si on sait bien que si c'est une panne d'alimentation, ben, on ira voir dans l'alimentation et pas dans la gestion de l'écran, par exemple, pour un écran. Voilà. Et donc, ici, on va choisir un ensemble de données qui conduit à un résultat connu et d'exécuter le programme à la main comme le ferait l'ordinateur en suivant exactement ce qui est écrit. Eh bien, on va commencer notre algorithme en, bien sûr, en prenant en compte ces 4 points, mais les 4 points que je viens de vous dire là, c'est pour des programmes complexes. Ici, il n'est pas si complexe que ça. Hein. Bon, c'est juste qu'il faut voir comment on va établir la chose. Alors, on va commencer par le point numéro 4 que je viens de vous dire. Ben, on va essayer de faire en sorte de calculer comme si on faisait manuellement le calcul. Et puis après, je ferai l'algorithme. Donc, il faut que je prenne un polynôme et voir comment on peut le structurer pour pouvoir le calculer. Alors, si je prends sur GeoGebra un polynôme, bon, qu'est-ce que je pourrais prendre? N'importe quoi, mais je vais essayer de choisir pour que... Bon, on va prendre 3x exposant 5. Voilà. Alors, je vais le faire exprès. Je ne suis pas obligé de mettre le degré 4. Hein. Bon, ça peut être un polynôme incomplet. Alors, j'ai expliqué pourquoi je mets incomplet. Je ne vais pas mettre le degré 4 ni le degré 3, mais je vais mettre un degré 2. Voilà. Pas de degré 1 et un terme indépendant. Voilà le polynôme que je vais traiter. Le second polynôme, ben, c'est le plus simple, c'est 1, 2, 3. C'est-à-dire, ce sera x carré, 1x carré, plus 2x, plus 3. Alors, je viens de dire 1, 2, 3, vous allez comprendre pourquoi après. Bon, maintenant, je vais faire la division des deux. De f par g. Voilà. Ça va donner ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle... alors, ici, il vous donne deux choses. C'est une virgule. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, la virgule. C'est tout petite, tout petite. C'est 3x cube moins 6x carré plus 3x plus 16. Voilà, ça, c'est le quotient. 3x carré moins 6x... enfin, 3x cube moins 6x carré plus 3x plus 6 plus 16 est le quotient. Et moins 41x moins 47 est le reste. Donc, il n'est pas divisible. Pourquoi? Parce que on dit qu'un polynôme P2 est divisible par un polynôme P1 si le reste de la division euclidienne de P1 par P2 est le polynôme nul P0. Alors, le polynôme nul, son degré est infini, vaut moins l'infini, hein, par définition. Le polynôme nul, son degré vaut moins l'infini. C'est comme ça, c'est par définition. Bon. Alors, c'est ça que je vais traiter. Alors, comment va-t-on traiter ça? Alors, je vais prendre ceci. Voilà, tableur. Les tableurs, ce sont c'est cellulaire. Et qui dit cellule, dit mémoire. Hein. Et donc, dit aussi, les matrices, c'est aussi des zones mémoire. Hein. Voilà, donc ici, toutes les zones mémoire. Bon, alors, ici, je vais mettre, je prends des polynômes. 5, 2, 1, 5, 5, 5, 2, 0. 5, 2, 0. X exposant 5. Voilà, ici, à la place, je vais mettre x exposant x exposant 5.
Voilà. X exposant 4. X exposant 3. X exposant 2. X exposant 1. Et X exposant 0 qui est le terme indépendant. X exposant 0. Alors, ici je vais mettre le degré. Degré exposant 5, c'est degré 5. 4. Et voilà. Degré 0. Alors, les coefficients de degré 5. Ça, ici, si je vais mettre les degrés. Alors, le coefficient, j'ai mis 3, 4, 3, 4, 1. 35, 4, 35 et 4 en 2. Et le terme indépendant qui valait 1. Voilà. Alors, ce qui veut dire que les cases vides, je vais les compléter. C'est-à-dire que je vais créer un polynôme complet. Donc, je vais le compléter. Je suis obligé de le faire pour la division. Et vous voyez que là, je viens de construire une matrice. 3, 0, 0, 4, 0, 1 est une matrice. Bon, une matrice de combien? Ben, le degré c'est 5, c'est n plus 1, parce que n'oubliez pas qu'il y a le terme indépendant. Donc vous aurez compris que dans la construction de mon algorithme, ben, interviendront des matrices. Voilà. Alors bien sûr, ici, j'ai pas besoin de grande place, puisque c'est des petites valeurs. C'est des petits coefficients. Et là maintenant, je vais mettre le polynôme à diviser. C'est-à-dire que j'avais pris x carré plus 2x plus 3. Là, il est complet. Il est complet. X carré plus 2x plus 3. Donc ça, je vais diviser un degré 5 par un degré 2. Et 5 moins 2, ça fait 3. On aura, le résultat est un degré 3. Donc on va obtenir ici un degré 3. Donc ici, on est en train de voir la structure pour pouvoir faire l'algorithme. Et donc ce qui veut dire qu'ici, j'ai 3x carré plus 2x plus 1. Et là, maintenant, je vais établir la potence. Voici la potence. Construction de la potence. La division euclidienne. Bien sûr, entre les deux, alors maintenant, on va faire la division. Alors comment je pourrais diviser? Je prends le premier coefficient. Alors, je commence mon algorithme. Attention, il faut bien écouter ce que je vais raconter parce que tout commence maintenant. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai écrit quoi? Vous avez compris que j'ai écrit le polynôme qui est 3x5 plus 0. Je l'ai complété, bien sûr, il faut le compléter. J'ai écrit le polynôme, je l'ai mis dans une matrice. Alors, quel est ce polynôme-là? C'est le dividende.
3x5 plus 0x4 plus 0xq plus 4x carré plus 0x plus 1 est le dividende. Qu'est-ce que c'est que 3x carré plus 2x plus 1? Ben, c'est le diviseur. Donc j'ai le polynôme P1 ouais, bon, je me suis trompé. Revenons en arrière, mais je suppose qu'elle est la flèche de revenir. Ouais, elle est là. Voilà, ici. Donc ici, c'est le polynôme dividende. Ici, c'est le polynôme diviseur. Alors, la première chose à faire, c'est de diviser le degré 5 par le degré 2. C'est-à-dire que je vais diviser 3 divisé par 3. Bon, que vaut bon, ici, je vais changer. Je vais juste changer. Ah, attention que ici, j'avais mis 1, 2, 3. J'avais mis 1, 2, 3. Bon, c'est moi qui me suis trompé. 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. J'avais inversé le 1 le 3. Bon, alors, ici, je vais faire 3 divisé par 1. Ce qui fait 3. 3 divisé par 1, ça fait 3. Donc la première des choses à faire, c'est quoi? Ben, c'est de diviser le dividende par le diviseur. Mais qu'est-ce qu'on a divisé? Vous aurez compris qu'on a divisé le premier terme. On a divisé le premier terme. Donc ça, je pourrais écrire. Si je devais suivre les étapes, ben, j'écris le dividende, je le mets dans une matrice. Bien sûr, le dividende, au départ, je peux mettre le dividende à 0. Je mets tout à 0, donc attention que c'est une matrice. Hein. C'est une matrice. Je l'initialise à 0. Je prends la matrice diviseur, je l'initialise à 0. Bon, ça veut dire qu'il faut introduire bien sûr le rang de la matrice. Hein. Voilà, vous mettrez le rang de la matrice. Enfin, oui, je veux dire, c'est une matrice dividende. Vous faites une matrice dividende une fois n. Matrice diviseur une fois p. Bien sûr, il y a un test. Hein. Il faut que pour que il soit divisible, il faut que les divisibles si ben, le degré du dividende est plus grand ou égal au degré du diviseur. Alors, il y aura une troisième matrice qui est matrice quotient qui est de degré une fois n-p.
vous mettez toute la matrice à 0. Il faut faire un bouclage, hein. C'est un bouclage. Il faut parcourir toutes les cellules et introduire 0 partout. C'est par un bouclage. La matrice quotient égale 0. Bon, ici, moi, je ne veux pas tenir en compte les préinitialisations. Voilà, vous devez définir les matrices dividendes, diviseurs et quotient. Et bien sûr, la matrice reste. Hein. Voilà, vous devez définir aussi la matrice reste. Parce qu'il faut tout définir, les zones mémoire. Bon, maintenant, on sait faire des matrices dynamiques. Donc, bon, on n'est pas obligé de savoir combien elle fait. Alors, matrice reste, vous mettez aussi à 0. Et puis, il faut encoder, bien sûr, la matrice dividende. Et bien sûr, après avoir complété, on doit compléter et ordonner le dividende. Vous devez l'introduire. La matrice dividende, vous devez l'introduire. Vous introduisez ces coefficients. Donc ça, c'est une écriture. Le diviseur, c'est aussi la même chose. Donc c'est-à-dire que ici, on aura, vous aurez compris, une introduction. Après avoir complété et ordonné. Donc on aura ceci. C'est une introduction, ça. Donc on aura ça, on aura un parallélogramme, puisqu'il faut introduire, compléter, et introduire, grand D, petit d. C'est juste de l'encodage. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ici, je fais 3 divisé par 3. Donc je vais prendre, en faisant ça, je dois regarder tout d'abord si le degré du diviseur, du dividende est plus grand ou égal au degré du diviseur. Donc là, je dois faire un test, hein, parce que si c'est pas le cas, on ne sait pas le faire. Après avoir introduit, je fais un test. Alors je vous ai dit que le test, je le prenais comme ça. Alors là, dans ce test-là, je vais faire le test. Est-ce que le degré du dividende est plus grand ou égal au degré du diviseur? Alors, deux cas de figure, hein. Oui ou non? Alors, oui, on aura un cheminement comme ceci. Non, on aura un cheminement par là. La première chose à voir, c'est de regarder si le degré de diviseur est plus grand ou égal au degré du diviseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est le cas, je peux diviser. Puisque là, je peux diviser. Et si je peux diviser, qu'est-ce que je fais? Je fais le premier
le premier terme du polynôme de diviseur, enfin dividende, divisé par le premier terme du polynôme diviseur. Donc là, je fais un traitement. Donc le traitement est symbolisé par un rectangle. Donc je vais introduire une variable que je vais appeler terme, qui est le premier terme du dividende sur le premier terme du diviseur. Et bien sûr, ayant fait ceci, je peux transférer le résultat. Et le résultat, je vais le transférer où? Dans le quotient, dans la matrice quotient. Donc je vais le mettre dans la matrice. Ce t là que je vais calculer, je l'affecte dans la matrice. Donc je vais mettre t à un endroit bien précis de la matrice, hein, bien sûr. Il faut mettre des indices normalement, des indices pour dire que c'est voilà, c'est le premier indice. Et là, je vais le mettre dans le quotient. Bon, ici, le quotient, je ne sais pas comment je l'appelais tout à l'heure. Ouais, matrice quotient. La matrice dividende, je vais l'appeler D. La matrice diviseur, je vais l'appeler D. La matrice quotient, je vais l'appeler Q. Et la matrice reste, je vais l'appeler R. Et donc, là, en faisant ça, ben, bien sûr, je dois mettre des indices. Hein. Bon, ici je ne joue pas avec des indices. Mais c'est pour vous dire qu'il faut le placer. Ce résultat-là, il faut le placer là. C'est-à-dire dans le premier, l'indice numéro 1. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier. Mais multiplier par l'opposé. Donc, je vais faire une fois 3. Ça fait 3. Une fois 2. 3 fois 2. Bien sûr, ici, les indices vont se décaler. Hein. Attention que c'est moins t fois d. Donc ici, j'aurai l'opposé. Il faut prendre moins t fois d. Moins. Comment est-ce que je vais faire ça? Je peux mettre un moins directement ici. Moins 3. Moins 3 fois 2. Moins 6. Attention que c'est le degré là. C'est le degré... c'est pas ce degré-ci. Parce que c'est le degré 2. Donc il y a des indices. Il faut mettre des indices dans tout ça. Hein. Alors, moi, je ne veux pas manipuler les indices ici parce que je ne veux pas aller au fin fond des choses. Sinon, il faudrait, si je veux faire une programmation vraiment pure, il faudrait que je mette les indices des degrés et que je manipule les indices. Voilà, ici, je vais faire sans indices. Je vais aller au plus facile. Et là, au degré 2, moins 3 fois 2, moins 6. Je suis en train de regarder si je ne fais pas une erreur. Degré 2. Il faut savoir que celui-ci, il est de degré 3. Là, on a bien degré 5.
celui-ci sera de degré 2. Et celui-là de degré 1. Et le terme indépendant, il sera là. Donc, degré 3 fois degré 2, c'est degré 5, c'est moins 3. Degré 3 fois degré 1, c'est degré 4. Donc ici, on aura moins 6. Degré 3 fois degré 0, c'est degré 3. Et le coefficient, c'est 3 fois 3. 3 fois 3 avec l'opposé, ça fait moins 9. Et puis, le restant, ben, il faut le compléter par des 0. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce que je viens de faire? Là, je viens de faire un traitement. Je m'excuse. Bien sûr, vous aurez compris que ça va en descendant. Le traitement, c'est une structure descendante. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vous avais dit que c'était une structure top-down design. Top-down. Top, sommet vers le bas, down, design. Conception vers le bas. Bien sûr, ici, il faut que je complète. En calculant. Le traitement, c'est un traitement, c'est un calcul. Donc tout ceci sont des traitements. Vous le voyez par les rectangles. Alors, j'obtiens un polynôme qui est égal à moins t fois d. T fois le diviseur, parce que j'ai fait le diviseur fois, voilà, fois t. T qui est le quotient, bien sûr. En partie, parce que bien sûr, c'est une matrice. C'est T, c'est une partie du quotient. Alors, pour avoir tout le quotient, qu'est-ce qu'il faut? Il faut traiter plusieurs fois par chaîne. Il faut faire une chaîne. Parce que j'ai fait le premier ici, pour le quotient, ce que j'ai calculé T, je l'ai mis dans le quotient ici. J'ai mis la valeur là. Ensuite, je vais refaire le même traitement, je le mettrai là. Le même traitement, je le mettrai là. Une fois que vous avez le premier calcul ici, vous savez faire tout le reste, puisque c'est de la répétition. Donc vous aurez compris que c'est voilà, un traitement qui est toujours le même. Alors maintenant, j'ai obtenu P, et ce P devient le diviseur, le dividende. C'est le nouveau dividende. Donc j'ai un nouveau dividende. Un petit moment, parce que je n'arrive pas à... Donc j'ai un nouveau traitement, c'est de faire un transfert. Et mon traitement il est terminé là. Il suffit plus que de reboucler. Puisque comme je viens de vous dire, j'ai fait le premier calcul.
premier calcul qui est ici. Et maintenant, tout ce qui va se retrouver à côté, c'est une répétition. Donc c'est un bouclage. Pour autant que, bien sûr, P plus petit que D. Le dividende est plus petit que le diviseur. Tant que je peux boucler tant que le dividende est plus petit ou égal au diviseur. Je m'excuse, le contraire. Le dividende doit être plus grand ou égal au diviseur. Tant qu'il y a ça, je sais diviser. Donc je peux faire un bouclage. Tant que j'ai ça, on sait diviser. Et donc le premier traitement, le voici. Donc ici, le P, le polynôme obtenu, moins T fois D, je transfère D, parce que maintenant je vais faire un bouclage. Et bien sûr, ce bouclage va avoir une jonction. Voilà, il faudra que je fasse une jonction. Et là, bien sûr, on descend. Là-bas, on monte. Hein. Voilà, le cheminement, il est comme ceci. Et donc, ce qui veut dire qu'ici, là, petit instant, si je crée une barre de séparation, ceci, ce que vous voyez là, cette ligne, je vais mettre en nom de notre couleur, voilà, cette ligne-là que vous voyez, moins 3x5 moins 6x, ben voilà, c'est le nouveau polynôme dividende. Il était calcul au départ, mais il est devenu de nouveau dividende. C'est mon nouveau dividende. C'est-à-dire que au début, il provenait d'un calcul via des transferts de, voilà, dans le quotient, en calculant t fois d, en prenant l'opposé, j'ai p, mais p devient quand j'ai terminé mon calcul, il devient, quand terminé le calcul, ça veut dire qu'il a, voilà, j'ai tout le polynôme, ici, moins 3x5, moins 6x4, moins 9x cube, plus 0x carré, plus 0x, plus 0. Voilà, et ça, c'est le nouveau polynôme transféré qui est mon polynôme P, qui est devenu polynôme dividende. Voilà, et bien maintenant, ce nouveau polynôme dividende, son premier terme, alors si j'analyse ce qui a été fait auparavant, ça c'est entrer une fois pour toutes. On entre une fois pour toutes le dividende. On teste là maintenant, je dois faire un embranchement où l'embranchement, vous aurez compris qu'il faut tester si le degré du dividende est plus grand ou égal au diviseur. Donc ça veut dire que l'embranchement, il va se situer ici. Voilà, c'est difficile à dessiner. Voilà. Donc ça veut dire que la montée, c'est le bouclage. Le boucle autant que. Il faut retester si le polynôme dividende est plus grand que le polynôme diviseur. Donc maintenant, je commence à faire une construction avant de calculer quoi que ce soit. Voilà, maintenant, je commence à faire une petite construction plus sérieuse. Parce qu'on commence à voir les choses, comment... Le tout, c'est de savoir comment sortir de la boucle. Donc, la première des choses, moi j'avais dit que j'allais utiliser ça comme début. Donc ça c'est le start. S'il y a un start, bien sûr, il y a une fin, toujours. Il y a un début de start. Vient ensuite l'encodage. Bien sûr, tout sera indicé. Ça, c'est un encodage. Bon, je vais essayer de le faire convenablement parce que c'est vrai que les dessins, j'ai du mal avec la souris de dessiner quoi que ce soit. Donc, c'est très difficile de s'arrêter à un endroit et reprendre à un autre endroit. Complication. Hein. Et ici, j'arrive pas à le mettre droit. On va essayer. Quand je veux pas. Voilà, ici, il est plus ou moins droit.
Ceci étant fait, j'ai bien mon parallélogramme. Moi, j'ai un dessin de parallélogramme. Si on a d'autres à faire, ben, je ferai une copie de celui-ci. Je vais recentrer, bien sûr, ce parallélogramme de cette manière-là. Bien sûr, il y a une connectique. C'est top-down. Alors, je peux mettre les flèches, mais je ne vais pas les mettre. Hein, parce que ici, je veux dire que c'est un top-down design. Donc, je vais vers le bas. Toujours. Hein. Donc, j'ai pas besoin de chaque fois de mettre les flèches. Donc, ça veut dire que ça descend à chaque fois. Quand ça montera, je vais mettre la flèche en contresens. Alors, ici, c'est les affectations. Toutes les affectations. Dividende, diviseur, etc. Ici, je vais plutôt affecter. Avant, il y avait les affectations. Je vais introduire. Donc, le dividende. D. Complet ou incomplet. En tant que c'est une matrice. Hein. Et le diviseur, c'est une matrice. Les deux sont des matrices données. Donc, il faut définir la dimension de la matrice. Ensuite, je vais affecter la valeur 0 au quotient, qui est un polynôme. Il faudra faire le test. Alors, le test, je vais le mettre. Voilà, j'ai vraiment du mal à aller rechercher un élément. Difficile, difficile. Bon, là, je vais mettre ce test de bouclage qui va être ici. Bon, je sais pas pourquoi il m'en a pris deux. Je vais remonter celui-ci. Les traitements, c'est les traitements que vous avez ici. J'en ai une, deux, trois, quatre. Je pourrais les prendre direct. Hein. Les voici. Le test degré de D. Est-ce qu'il est supérieur ou égal au degré du diviseur? Alors, si oui, je peux faire ma division. Je commence mon traitement de division. On n'arrive pas à faire des lignes droites, mais enfin bref. Voilà. Donc ça, c'est si oui. Hein. Donc, il faut que
je complète. Bon, pour le nom, on le verra par après. Parce qu'il faut que je continue ma division. Donc là, vous aurez compris que je vais remonter. Là, je remonte. Là, je remonte. Alors, si c'est non, ben, on verra par après. Alors pour ça, je vais mettre un branchement. Un branchement qui ira en 1. Voilà. Et donc le 1, je le mettrai ailleurs. Voilà pour le test. Si je pourrais mettre ça ici, je ne sais pas ce que je pourrais le mettre. Je vais le mettre là. Alors ce que je pourrais faire, c'est mettre tout simplement degré de D supérieur ou égal à... Ouais, bon, j'ai pas de place. Je vais remettre là où il était. Une question d'emplacement. Donc ici, on est bien en top down design. Structure vers descendante. Hein. Eh bien, je vais continuer ça maintenant. Comme je vous ai dit, le P devient le nouveau dividende. Et il suffit de... Voilà, est-ce que le degré de D est plus... Je remonte la branche. Est-ce que le degré de D est plus grand ou égal au degré de diviseur? Non. Donc je peux continuer. Donc ici, je vais continuer. Je fais la même chose. Je vais chercher une autre couleur, bien sûr. Je fais le premier divisé moins 3. Attention qu'ici, j'ai pas fait ma somme. Hein, parce que je vais encore faire ma somme. Ah non, ici, je me suis trompé. Parce que moins 3... Ouais, parce que ici, j'ai pas fait... J'ai pas fait ma somme. Non, ici, j'ai pas fait ma somme. Donc, ici, ça, c'est moins 3. Je dois faire une somme. J'ai oublié de faire ma somme. On va supprimer ça. Ouais, donc ici, je me suis trompé. Dans la structure, je dois faire une somme. C'est pas que P devient D, mais c'est P plus le D. J'ai oublié de faire ma somme. Je peux pas transférer directement comme ça. Donc l'affectation ne se fera que si je fais D plus P, que je mets dans D. Donc j'ai oublié de faire la somme. Mais de toute façon maintenant je l'ai vu, donc pas un problème. Je peux rectifier ça.
c'est une affectation. D plus P. Que j'ai mal écrit d'ailleurs. D plus P. Et c'est ça que je vais transférer. Donc je me suis trompé. Donc j'arrive, je reviens en arrière. Donc c'est pas ça que je transférais. Je m'excuse. Par contre, c'est ici que je vais tirer une ligne et je vais faire D plus P dans un petit instant. Je vais le mettre en ligne. Voilà, je vais mettre la ligne ici. Je vais mettre en noir. Enfin, gris. Alors maintenant, je peux faire 3 plus 3. 3 plus moins 3, ça fait 0. 0 moins 6, ça fait moins 6. J'ai oublié de faire la somme, c'est ça le problème. 0 moins 9, ça fait moins 9. 4 plus 0, 4. 0 plus 0, 0. Et 0 plus 1, 1. Et là, c'est ça que le nouveau dividende, il est là. Le nouveau dividende, il est là. Voilà, donc celui-ci vient écraser le précédent. Il vient écraser le précédent. Donc vous devez réécrire ça dans le nouveau dividende. Donc le premier, il a été introduit, oui, mais maintenant celui-ci, le premier que vous avez introduit, il a été écrasé. Parce que le nouveau dividende, c'est celui-ci. Alors je fais la même procédure. Et là, je reviens ici. Je fais mon test et je vois qu'il est court divisible. Donc là, je dois reprendre de nouveau le premier terme de dividende divisé par le premier terme de diviseur. Donc, je vais faire 0. Si on va prendre 0 divisé par 3, ça fait... Enfin, 0 divisé par 1. Oui, il faut prendre le premier terme non nul. Moins 6 divisé par 1. Alors là, on est... moins 6 divisé par 1, ça fait moins 6. J'ai fait le premier terme du dividende. Alors le premier terme, c'est moins 6, hein, parce que bon, on est descendu d'un degré. Le nouveau, on descend d'un degré. Hein. Vous voyez bien qu'on est passé de degré 5 au degré 4. Et s'il est non nul, je peux le diviser. Sinon, je descends d'un degré hein, à chaque fois. Donc, moins 6 divisé par 1, ça fait moins 6. Donc, on a celui-là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, ce que je viens de faire ici, je viens de faire le premier terme du dividende divisé par le premier terme du diviseur. Je transfère dans le quotient le fameux moins 6. Voilà, le moins 6, je transfère dans le quotient. Et maintenant, je vais faire moins t fois d, c'est-à-dire moins 6 fois le diviseur. Alors, faisons moins 6 fois le diviseur. Alors, moins 6 fois 1, bien sûr, il faut prendre l'opposé. Moins t fois d, c'est 6. Moins 6 fois 2, attention que ça c'est le degré 1. Degré 3 divisé par degré 1, c'est 2. Moins 6, c'est degré 2 fois degré 1, c'est degré 3. Donc je suis bien au degré 3. Moins 6 fois 2, moins 12. Moins 12, c'est l'opposé, c'est 12. C'est moins t fois d.
Alors je refais moins t fois d avec le 3, moins 6 fois 3, moins 18. L'opposé, c'est 18. Le restant, je complète par des zéros. Et là, je viens de faire moins t fois d. Bien sûr, qu'est-ce que je dois faire? Pas oublier, c'est parce que je l'ai oublié tout à l'heure. Je fais la somme d plus p. Alors, ce que je viens d'obtenir, c'est p. Hein. Je vais l'additionner avec le dernier diviseur en date, c'est-à-dire 6 moins. Le dernier dividende en date, c'était moins 6, moins 9, 4, 0. Je tire une barre que je vais mettre en couleur comme ceci. Voilà. Et là, je vais avoir moins 6 plus 6, ça fait 0. 12 moins 9, 3. 4 plus 18, 22. 0 plus 0, 0. Et 1 plus 0, 1. Ce qui veut dire que là, j'ai le P plus D devient le nouveau dividende. Donc le nouveau dividende, il est ici. Maintenant, est-ce que le degré du dividende est plus grand ou égal au degré du diviseur? Oui, donc je sais encore le diviser. Donc je prends le premier terme du dividende divisé par le premier terme du diviseur. Que je vais mettre dans T. Alors, c'est-à-dire que là, je prends le 3, je vais diviser par 1. 3 divisé par 1, ça fait 3. Et là, j'ai mon premier terme T, que je vais mettre en couleur. Ça, c'est le T. Que je transfère dans le quotient, bien sûr. Ce que j'ai déjà fait, parce que je l'ai mis en couleur. Maintenant, je vais faire moins T fois D. 3 fois 1, 3. Je prends l'opposé, moins 3. 3 fois 2, 6. Je prends l'opposé, moins 6. 3 fois 3, 9. Je prends l'opposé, moins 9. Alors maintenant, je vais sommer dans un petit instant. Puisqu'il faut faire le P, je l'ai, que je viens de calculer, moins T fois D. Et je vais faire plus le dernier diviseur en date. Le dernier dividende en date. Qui était 0, 3, 22, 0, 1. Alors, je fais la somme. 3 plus 3, ça fait 0. Alors ici, je pourrais compléter par des zéros. Hein. Voilà. Tant qu'il voit 0, bah, il va rechercher le suivant. Là, s'il voit 0, il ne va pas le traiter. Celui-ci, il voit 0, il ne va pas le traiter. Celui-ci, va... Voilà, 22 moins 6, ça fait 20 moins 4, 16. 0 moins 9, moins 9. Et 1. Alors, degré, là, il vaut combien? Il est degré 2. Alors, le nouveau dividende, c'est celui-ci. Voilà.
Là, je suis en degré 2 divisé par 1 degré 2. Donc, c'est pas possible parce que les degrés sont les mêmes. Les degrés sont les mêmes, donc je peux aller rechercher ceci. Donc, je vais faire le premier terme, puisqu'il est plus grand ou égal. Donc, ici, il est égal. Hein. Donc, c'est le dernier. Quand il est égal, c'est le dernier. Dernier traitement à faire. Puis, on va aller vers la fin. Par après. Alors, pour la fin, je vais réduire ceci. Hein. Parce que, bon, il faudra mettre la fin. Je n'ai plus de place. Voilà. La fin, bien sûr, qui va démarrer en 1 ici. C'est un embranchement. On verra par après ça. Et donc, bien sûr, l'embranchement là-bas, ce sera non. Ça sera non. Pour aller au 1, ce sera non. Donc, ce sera plus divisible. Alors, faisons ce qu'on doit faire, c'est-à-dire premier terme de dividende divisé par le premier terme du diviseur. 16 divisé par 1, ça fait 16. « 16 divisé par 1, ça fait 16. Donc, je vais prendre une couleur. Et ça, c'est le... T. Maintenant, je transfère T dans le quotient. C'est ce que je viens de faire puisque je viens de mettre une couleur. Moins T fois D. Maintenant, je vais faire moins T fois D. Donc, une fois 16, 16. On est en degré. Ici. Moins 16. 16 fois 2. Moins 32. Et 16 fois 3. 30. Moins 48. Bien sûr avec moins T, hein, moins T. Je vais tirer ici pour faire la somme. Et maintenant, je vais faire la somme, bien sûr, D plus P et transférer dans D. « 16 moins 16, ça fait 0. Moins 9 moins 32, moins 41. Et moins 48 plus 1, moins 47. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le degré du dividende est plus petit, puisqu'on a un degré 1, que le degré du diviseur qui est degré 2. Donc là, ça veut dire que là, ça ne va plus constituer un dividende, mais un reste. C'est le reste final. Donc le polynôme ici, il n'était pas divisible. Hein. Polynôme dividende moins divisé par le polynôme diviseur, ça ne donne pas 0. Donc ici, il faut terminer l'algorithme en disant que non, ben, ici il suffit de faire une affectation. Alors ici, l'affectation, c'est un rectangle. Et je vais affecter bien sûr la valeur du dividende à R. Le dernier dividende est le reste. Le dernier dividende est le reste. Le dernier dividende, je l'affecte, c'est le reste. Bien sûr, après, il faudra afficher les résultats. C'est-à-dire écrire le quotient
et le reste. Bon, c'est un top-down, hein, donc il n'y a pas de problème, je suis pas obligé de mettre les flèches. Là, on va écrire le, le reste et le quotient. Le reste et le quotient. Ou plutôt le quotient, parce que ce qui m'intéresse le plus. Le quotient, écrire le quotient et le reste. Et là, la procédure, ici, elle est terminée. Donc ici, c'est end. Bon, allons voir tout d'abord si j'ai bien trouvé ceci. Moins 41, moins 47. Dans GeoGebra, moins 41, moins 47, c'est bon. Alors maintenant, avant de terminer quoi que ce soit, je vais vite le faire en structure de suite. Parce que c'est plus adapté pour... les suites sont plus adaptées pour l'informatique. Bon. Tout va être écrit à l'envers, bien sûr. C'est-à-dire, un polynôme à coefficient réel, je peux le considérer comme une suite de réels, tous nuls, à partir de l'un à partir de l'un à 2. Alors, comment est-ce que je vais noter la suite? Polynôme, si et seulement si, à partir d'un certain rang n0, bien sûr, n0 appartient au naturel, tel que, quel que soit n supérieur à n0, bien, les an sont tous nuls. En d'autres termes, je vais écrire par exemple un polynôme P1. Alors si j'écris ça, c'est à l'envers, hein, tout sera à l'envers, son degré, comme je vous ai dit, de P1 égale moins l'infini, parce que c'est le polynôme nul. Maintenant, si j'écris 3, 2, 0, 4, P2, ça, bien sûr, avec point virgule, toutes des zéros derrière. Ça, c'est quoi? C'est 4x exposant 1, 0, 1, 2, 3, 4x cube plus 0x carré plus 2x plus 3. Voilà, c'est écrit à l'envers. Donc maintenant, je vais faire le calcul à l'envers. Voilà, je vais faire le calcul, c'est plus, pour l'algorithme, c'est mieux pour avoir des suites. Quand on a des suites comme ça, c'est mieux. Donc, l'algorithme, maintenant, je vais le faire avec des suites pareilles. Alors, ce qui veut dire que je vais modifier, bien sûr, je vais aller beaucoup plus vite pour le faire. Alors, je prends le polynôme. Mais bon, ça ne va pas. Petit instant. Voilà. Donc, ici, je vais l'inverser. Je vais tout inverser. Parce que je vais le mettre sous forme d'une suite. Donc, ce qui veut dire que je vais mettre 1, 0, 4, 0, 0, 3. Voilà. Alors, le deuxième polynôme,
1, 2, 3, je dois l'inverser, c'est 3, 2, 1. Comme ça, je le vois sous forme de suite. Donc, 3, 2, 1. Voilà. Et ici, je vais faire la division par la potence, mais inversée, c'est normal parce que bon, j'ai affaire à des suites. Donc, je vais mettre la potence ici. Bon, et c'est mieux de jouer avec un polynôme comme ceci, inversé sous forme de suite, c'est mieux. Voilà. Donc là, à ce moment-là, je vais mettre ici 0, 0, je fais l'algorithme directement, 0, 0, 3, je multiplie tout par 3. Donc on aura, le premier, bien sûr, il faut le placer. Une fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. Je complète la suite par des 0. 0. Je fais l'algorithme, hein, mais à l'envers. Pourquoi? Parce que j'utilise les suites. Quand on utilise les suites, tout est à l'envers. Je vais mettre ma barre. J'ai plus de dessin. Pourquoi? On va recommencer. Oui, ça je sais bien. Mais enfin, c'est pas grave. Je vais pouvoir le récupérer. Il a planté, c'est juste ça. Et je vais le rechercher, c'est pas un problème. Je lance la récupération. Suivant. Voilà, je l'ai. Bon, je vais recommencer à partir de celui-ci. 3, 0, 0, 4, 0, 1. Je vais l'inverser. Ce qui va donner 1, 0, 4, 0, 0. 1, 0, 4, 0, 0, 3. En inversant. Bon, bien sûr, ici. La potence, je vais mettre 1, 2, 3 inversé, c'est 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ça c'est le diviseur, 3, 2, 1. Mais inversé parce que je travaille avec des suites. Je vais placer ma potence, quelque chose que j'ai pas su faire tout à l'heure. Voilà. Alors, le premier, je vais mettre 0, 0, 0, 3. Une fois 3, 3. 2 fois 3. Bien sûr, je prends l'opposé, hein, moins t. Moins, c'est moins t. Bon, c'est moins 3. 3 fois moins 2, moins 6. 3 fois moins 3. Enfin, 3 fois, moins 3 fois 3, moins 9. Bien sûr, s'ensuit des zéros ici. Je fais mon addition.
moins 6, moins 9, c'est le polynôme inversé, hein, parce que je travaille avec les suites. 4, 0 et 1. Ensuite, il faut moins 6 divisé par 1, moins 6. Moins t fois d sera 6. Alors, moins 6 fois moins 1, fois 1 c'est moins 6, l'opposé c'est 6, moins t fois d bien sûr. Moins 6 fois 2, moins 12, l'opposé c'est 12. Moins 18, l'opposé c'est 18. Et je remplis par des 0. Je fais la somme. Moins 6 plus 6, 0. 12 moins 9, moins 3. 4 plus 18, 22. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. Ici c'est 3, je m'excuse. Bon, suivant. 3 divisé par 1, ce qui fait 3. Une fois 3, 3, l'opposé c'est moins 3. 3 fois 2, 6, l'opposé c'est moins 6. 3 fois 3, 9, l'opposé c'est moins 9. Moins 3, 0. 22 moins 6, 16. Moins 9 et 1. Alors, 16 divisé par 1, ça fait 16. Une fois 16, l'opposé, ça fait moins 16. 16 fois 2, 32. Moins 32. Moins 31. Moins 32, oui. Moins 32. Et moins 48. Moins 48. Je vais faire l'addition. 0. 0. Et qu'est-ce qui reste? Le reste est à l'envers, bien sûr. Il est écrit à l'envers. Hein. Moins 41. Ça, c'est le reste. Moins 47. Donc c'est à l'envers. C'est moins 41x, moins 47. Le reste est là. Donc là, je vous rappelle que c'est à degré 2. Là, j'ai pris un degré 5. Et le quotient, c'est un degré 3. Alors, quel est ce polynôme à l'envers? Alors, je vais le mettre à l'envers. À l'envers, il vaut 16. Ouais, attention qu'ici, j'ai fait une petite erreur parce que le 16, il va là. Voilà. Donc, à l'envers, le quotient Q vaudra 16, 3, moins 6, qui sous forme d'une suite. Hein.
et 3. Ce qui veut dire 3x cube moins 6x carré plus 3x plus 16. 3x cube moins 6x carré plus 3x plus 16, puisqu'il est à l'envers. Et le quotient il est à l'envers aussi, c'est moins 41x moins 41x moins 47. Donc ici tout est à l'envers. Mais c'est bien, pour la programmation c'est bien. Parce que c'est bon, si vous voulez à l'envers, de toute façon en programmation c'est facile, il suffit de réinverser tout. Une matrice on peut, voilà, réinverser tout. On peut se faire des décalages, des rotations, tout ce qui s'ensuit, voir ce qu'on fait. On peut faire ce qu'on veut avec les matrices. Donc si vous voulez à l'endroit, une matrice, vous pouvez la remettre à l'endroit. Si vous voulez à l'envers, vous voulez, voilà. Mais c'est bien de travailler avec voilà, des suites parce que, bon, là, c'est vrai que c'est à l'envers, mais bon, on peut travailler avec, voilà, l'envers. Vous avez l'envers du décor, vous avez d'un côté, voilà, ce que vous êtes habitué à faire, c'est-à-dire, là, tout est à l'endroit, ici, tout est à l'envers. Et si vous voulez travailler à l'envers, vous travaillez avec les suites. Je vous remercie.